Meu nome é Gustavo Coelho, sou lá da UERJ, do Rio de Janeiro, estive no debate lá do Rio e faço uma pesquisa de doutorado com torcidas organizadas no Rio de Janeiro, etnografia, acompanhando eles no seu dia a dia e, enfim, estou em plena pesquisa. E eu cheguei no meio do caminho, né, vindo correndo do Rio, peguei a fala do professor Patrick no meio e peguei a fala da professora. E uma coisa me chamou a atenção, eu gostei quando você defendeu as torcidas organizadas como um lugar de organização coletiva jovem contemporânea, mas que ao mesmo tempo, por não vir de uma tradição de reivindicações políticas tradicionais, ainda que eu veja assim uma reivindicação política de mais difícil compreensão, mas que ainda esteja lá, são tradicionalmente esvaziadas de sentido no discurso, né? Como se fossem organizações fúteis e, enfim, uma bobagem jovem que não tem o que fazer. A minha pergunta a partir de ontem também, conversando com o grupamento do JEP depois do JEP do Rio de Janeiro, né, o grupamento da Polícia do Rio de Janeiro, depois da reunião, eu perguntei para ele, teve uma situação no Corpo Flu, da torcida do Fluminense, em que ela começou a colocar faixas de questionamentos políticos, até de certa maneira tradicionais, contra o Jader Barbalho, contra o G8, coisas do tipo, e foi logo recriminada, pronta imediatamente, sob desculpa de que torcida não deve falar dessas coisas, que torcida deve falar de futebol. E aí, mesmo falando de futebol, quando falamos que o Muricy amarelou, ele saiu do Fluminense, já falamos, né? Estou indo como são vocês. Também a faixa foi retirada do estádio. Então, há também, por parte das autoridades, uma visão de que aqueles ali só devem falar passividade futebolística, né? Então, assim, a minha pergunta como ver tanto essa... até onde pode ir a voz da torcida organizada e como se dá esse desafio, esse debate. Se a arquibancada é local de exibição de debate público para o futebol ou não. Bernardo Duarte, da FGV. Gostaria de fazer uma pergunta pontual para o professor Patrick. Quando falamos de hooliganismo, de hooligans, podemos distinguir hooligans em relação a clubes e em relação a selecionados nacionais. Ou seja, em torneios internacionais, quando a seleção britânica é representada, que torcedores são qualificados como hooligans em comparação a torneios de clubes em que há o deslocamento e que aí a adesão por parte desses torcedores de clubes. Ou seja, como pensar essa distinção quando falamos genericamente de hooligans. E uma outra questão é o cenário do futebol francês para receber a próxima edição do torneio das seleções europeias. Em 2016, a França vai acolher, esse ano teremos na Polônia e na Ucrânia, ou seja, passados 20 anos, vamos projetar para 2016, do acolhimento da Copa do Mundo, que foi um grande acontecimento, um divisor de águas no futebol francês, que cenários estão colocados para o futebol na França, ou seja, a renovação das estruturas dos estádios e o que isso vai implicar na relação das torcidas com os clubes, uma vez que nós sabemos que quase sempre a modernização vem acompanhada de um processo de elitização e de exclusão desses mesmos agrupamentos. Então, são essas duas questões pontuais que eu gostaria de fazer. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar os dois palestrantes, o professor Carlos, da Unesp do Rio Claro. Eu gostaria de ouvi-los um pouco mais no seguinte sentido. Partindo da constatação que os estudos acadêmicos já avançaram, no sentido de ver a relação entre o problema da violência
e a própria história do esporte, ainda que o destaque tenha sido feito em relação ao futebol, né, os dois palestrantes pontuaram, né, frisaram, vamos dizer assim, aspectos de, no caso do professor Patrick Mignon, né, de uma oportunidade perdida, no caso de 98, da experiência francesa, e a professora Heloísa, eu conheço, né, boa parte do trabalho dela, e hoje aqui trouxe também aspectos que já foram pontuados por outros colegas aqui que me antecederam, né, da dificuldade das autoridades públicas, né, reconhecerem, né, esse aspecto e tomarem, vamos dizer assim, medidas que já de alguma forma estão apontadas nos estudos. Né. Você, professora Heloísa, poderia, né, falar um pouco, e eu gostaria de ouvir um pouco mais nesse sentido, e também nesse sentido do professor Patrick Mignon, né, nas suas participações e gestões junto às instâncias públicas ou fóruns de discussão junto, né, às autoridades públicas, e onde ela consegue de alguma forma diagnosticar as dificuldades, né, da autoridade pública assumir nessa problemática, que não seja aquela alternativa, né, reiterada da, né, criminalização ou, né, do tratamento policial do problema. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer questão? Então, como nós já temos um bom conjunto de questões e da intervenção da professora Heloísa, eu indico o professor Patrick tecesse algumas ponderações. Merci pour ces questions. Alors, il y a un point très, en reprenant la fois les propos de professeur Heloïsa tout à l'heure et les questions ici, il y a un thème qui me paraît intéressant, enfin, ressentir quelques questions. C'est la question de la relation entre sport-violence et quels sont les problèmes que ça pose. Me semble-t-il, alors je vois qu'au Brésil comme en France, on a l'idée que le sport est une activité qui a des vertus intrinsèques qui lui permettraient de faire face, d'être un vecteur éducatif en soi. Et qui, parce qu'on le pratique, nous rendrait tous meilleurs. Moi, je pense ça, c'est effectivement ce que notre baron Pierre de Coubertin a proposé à la société quand il a élaboré le discours olympique, en disant qu'il fallait faire du sport un vecteur d'éducation, en gros, pour simplifier, que le sport remplace les grands messages unificateurs, comme par exemple la religion, que le sport pouvait tenir sa place. Or, ce que Coubertin faisait, c'est qu'en fait, il essayait de surmonter justement les difficultés que le sport réel, le sport tel qu'il s'est développé à partir du XIXe siècle, a montré. C'est-à-dire que le sport est un spectacle, le sport, comme c'est un spectacle, c'est un commerce, que ça peut être une profession, que la mise en compétition ne pouvait pas échapper au sens que les compétiteurs pouvaient donner à leur rivalité. Que le fair play, par exemple, de mon point de vue, c'est très très bien le fair play. Mais en même temps, je sais pertinemment que si je mets deux équipes face à face, et que ces équipes représentent des entités qui ont des histoires, des relations entre elles, indépendamment du sport, il va nécessairement y avoir quelque chose qui va se passer qui n'est pas du ressort même du sport. Donc ça, c'est je crois, le fait que pour que le sport, mon idée c'est que pour que le sport agisse vraiment, il faudrait que le sport reconnaisse qu'il n'est pas le sport idéal. Voilà. Et que pour que le sport soit vraiment un vrai vecteur éducatif, il faudrait qu'en fait on arrête de dire que le sport est en soi une activité bonne pour tout le monde. Voilà, en soi. Hein. Ça, c'est le je reprends. Alors, justement, pour reprendre la dernière question, oui, effectivement, les autorités publiques peinent à reconnaître cette question.
Parce que, par exemple, le ministère des Sports en France, en quelque sorte, il est dépositaire de ce message. S'il agit, s'il met des crédits pour faire du sport auprès des jeunes, aller dans les banlieues, c'est parce qu'il pense que le sport en soi est bon. Mais aussi parce que les fédérations sportives qui reçoivent des subventions pour faire ce travail, vivent de cette croyance commune que le sport est l'activité idéale. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a du mal à en sortir. Et pour reprendre aussi les choses précédemment, de fait, le monde sportif, par exemple, a tendance à penser que lorsqu'il se passe quelque chose de mauvais chez lui, c'est pas de sa faute. Le foot français, les hooligans, ah non, pas nous. C'est des mauvais éléments qui viennent de l'extérieur. Nous, on n'y croit rien. Hein. Pas de notre faute si on fait de la publicité pour la rivalité entre Paris et Marseille. C'est pas de notre faute si moi, Paris Saint-Germain, je dis soyez chauvin, souvenez de Paris Saint-Germain. C'est pas moi, c'est pas la faute du photo, ils ont dit ça. Non, bien sûr, nous, on fait simplement, on organise des compétitions. Voilà. Donc, c'est pas de notre faute s'il y a beaucoup d'argent dans le football. Hein. Non, c'est parce que, comme on est vertueux, les gens nous donnent des sous, mais sinon, nous, on est vraiment pur et pur. Hein. Donc ça, c'est difficile parce que, voilà, parce que c'est cette interrelation entre à la fois le pouvoir public, dans le cas de la France, hein, et, par exemple, les fédérations sportives. Ce qui fait, par exemple, pour reprendre la question de Gustavo, oui, le sport doit être neutre. Pas question que dans le sport, on dise qu'on prenne une position politique. Effectivement, c'est compliqué parce que c'est très compliqué en tout temps. Hein. C'est poser au niveau politique la question de savoir quel est le type de position politique qui peut s'exprimer. Et voilà, donc comme on ne sait pas trop quoi faire par rapport à ça, on dit non, on n'exprime rien du tout. Mais de même, non, pas de banderole disant tel président est un pourri parce que. Non, ça c'est une atteinte à l'intégrité des dirigeants. Donc il faut retirer la banderole. Or, si le sport est un business, il est normal que les gens qui sont les contributeurs du business de supporters puissent dire, peut-être qu'il ne faut pas dire que c'est un pourri, mais peut-être qu'on peut quand même dire et faire passer le fait qu'il gère mal les affaires du club, ou qu'effectivement il n'a pas en tête les intérêts généraux du club sportif. Et ça, c'est peut-être une chose qu'on peut dire, qu'on peut l'adresser avec le football. Mais voilà, et comme on dit le sport est neutre, on ne doit pas trouver d'expression politique en effet. C'est la situation française. Sur la question que posait Bernardo sur Hooligan Club et équipe nationale. Et oui, voilà, ça c'est un des... Globalement, l'analyse du hooliganisme dans les clubs est reportée de manière très directe sur les matchs internationaux des équipes nationales. Alors là, il y a un décalage. Par exemple, le public qui va suivre une équipe nationale n'est pas celui qui va suivre. Pour une raison très simple, c'est que, alors, on fera des exceptions, bien évidemment. L'équipe nationale représente une entité qui surmonte l'ensemble des rivalités de clochers. Et c'est l'occasion pour que des rivalités de clochers se résolvent, puisque l'équipe nationale représente. Dans le cas français, c'est un républicain. On peut avoir son esprit de clocher dans ce point, mais quand c'est la nation, hop, on est derrière la nation, si je suis en rugby et supporter de Mont-Marsan, je ne vais pas taper sur un tas de poids, mais c'est très là, vraiment, vraiment de la géographie très précise. Mais j'ai pas l'équivalent brésilien, je ne saurais pas vous dire l'équivalent brésilien de rivalité de petits bourgs en France. Mais voilà, je peux être très très hostile dans un match local, mais au niveau de l'équipe de France, non, hors de question. Et en foot, on a un petit peu ce même genre de choses. Le football équipe de France nationale, c'est un petit peu le monde des pratiquants du football en France. Donc c'est effectivement des gens qui se battent pour ça. On pourrait rentrer dans les compétitions, mais l'équipe nationale, c'est la représentation.
Donc il y a un décalage. Et c'est vrai à peu près pour beaucoup de pays. Sauf que le fait, voilà, dans certains pays, l'équipe nationale s'articule à quelque chose qui n'est présent que au niveau des clubs. Par exemple, le caractère nationaliste ou ethnique. Je pense que l'Euro 2012, par exemple, va rencontrer l'expression autour d'équipe nationale de ce que sont les pays de l'Est aujourd'hui, c'est-à-dire des pays dans lesquels la question de la revendication nationale, la revendication du caractère ethnique de la nation, vont jouer extrêmement fort. Ce qui, effectivement, n'aura pas de sens dans le cas français, n'aura plus de sens relativisé dans le cas allemand, donc, à la fois, des univers différents, mais il va y avoir des autres. Après, il y a d'autres problèmes sur la question de. Donc, ça, c'est un point, il y a un décalage entre les deux. L'exemple fameux, c'est l'Angleterre. Quand Bernardo demande, François Bernardo demande, par exemple en Angleterre, qui sont les supporters de l'équipe d'Angleterre. Par exemple, à une époque où Liverpool était un des clubs qui était censé avoir les mulligans les plus terribles, ne pouvaient pas supporter l'équipe d'Angleterre, puisque globalement, ces supporters de Liverpool avaient plutôt tendance, eux, à s'identifier à l'équipe d'Irlande. Donc, l'équipe d'Angleterre ne pouvait pas constituer un lieu d'expression de leur sentiment. Bon, parce que, effectivement, dans le cas de la Grande-Bretagne, enfin de l'Angleterre, eh bien, je veux dire, le fait que ce soit un Royaume-Uni avec différentes nations, le fait que les affiliations à des clubs locaux pouvait renvoyer des affiliations à d'autres nations que la nation. Bon, ce genre de choses. Après, bon, on sait par exemple que les Barbares argentins ont des relations très fortes avec les fédérations argentines. Les Barbares, c'est en Afrique du Sud, par exemple. Mais pas en quantité. Leur chef, en Afrique du Sud, parce que la fédération leur a fait le voyage. Parce que ce sont des piliers du football argentin. Bon. Mais est-ce qu'ils seront dans une Coupe du Monde pour se battre ou pour manifester qu'ils sont des piliers du foot argentin? Parce que vous pouvez. Mais comme la définition de la situation, je peux être un hooligan. Je prends la question hooligan, peut-être compliquée, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui prend un plaisir extrême à rencontrer nos supporters pour se taper des gens. Une définition qui dans la typologie des supporters de foot peut être acceptée. Mais je ne sais pas toujours envie de moi. Il y a des moments où ça m'intéresse. Donc la Coupe du Monde peut ne pas m'intéresser. Par contre, oui, peut-être, ça peut m'intéresser. Alors après, la question, c'est de savoir est-ce que si je suis supporter anglais, j'aurai des contingents suffisamment importants pour pouvoir venir au Brésil et créer effectivement une masse critique. Le supporter anglais risque d'être indirectement victime de sa réputation, alors qu'il n'est pas du tout dans le coin. À Marseille, il y a beaucoup d'anglais qui se sont fait attaquer, mais ils n'avaient rien à voir avec les hooligans. Quand ils étaient anglais, donc un anglais, c'est un hooligan. Donc pas le bon peuple marseillais, il est comme des journalistes, ça aime bien avoir une étiquette sur laquelle il va pouvoir se mobiliser et montrer que lui aussi fait partie de bon, voilà. Donc ça, c'est vrai que cette question-là est assez compliquée parce qu'il va y avoir des éléments économiques. Il y a un océan à traverser, c'est pas rien. La familiarité avec les lieux, enfin, il y a toute une série de choses comme ça qui peuvent être très compliquées et qui font que en Europe, oui, en Europe, c'est facile. Faire Schengen, l'Europe, le monde, ça circule. Un océan, avec les visas, avec les prix, avec tout ça, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas apprécier les choses de la même manière. Oui, voilà, par rapport aux questions, je pense avoir oublié. L'Euro 2007. Ah oui, 2007, oui, c'est 2007. Voilà, 2007. Est-ce que je vais vous donner un scoop
exclusivité, parce que mon bureau est présent et qu'on va pouvoir dire demain, voilà. Ce qu'il est possible de dire, c'est qu'il existe des frémissements qui font que, on est quand même en 2012, donc c'est 4 ans avant, et moi j'ai jamais vu, par expérience, travail à l'INSEP, qui travaille pour le Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, elles se préparent 8 ans à l'avance. J'ai jamais vu de mes yeux une préparation aux Olympiques 8 ans à l'avance. Jamais. Jamais. On s'aperçoit dans les 6 derniers mois qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait, des trucs comme ça. Il n'y a pas vraiment d'organisation rationnelle, de plan, etc. Pourtant, il y a des changements d'organisation, mais c'est pas une systématicité d'anticiper les événements. Parce qu'on a des machines qui vont très bien qu'on veut anticiper les évolutions. Ce pas des éléments qui rentrent dans leur ordinaire. Les organes qui les font anticiper, mais c'est pas nous. Alors, 2007, il y a des frémissements, parce qu'on voit bien qu'il y a des éléments, par exemple, qui... oui, la Coupe du Monde 98, il y a quand même des trucs qu'on a ratés. On voit des gens qui sont dans le monde du football qui disent oui, on aurait pu faire des trucs. On aurait pu être, par exemple, plus attentif à recevoir les supporters allemands qui proposaient de faire des manifestations, des choses comme ça, avec la crise. Ou bien on peut dire oui, pour que 2016, ça serait pas mal de repenser différemment les rapports entre la police et les supporters. Voilà, ce sont des frémissements. Parce que je ne suis pas sûr que les personnes qui se posent ces questions soient des questions sur position par les médecins. En 88, on a failli avoir des grillades aux États. Alors que les Angleterres avaient été tombés parce que c'est horrible. En France, on ne fait pas les problèmes. Pour une Coupe du Monde, ça n'est pas le sens. Mais bon, ça va. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Donc voilà, 2016, c'est ça. C'est des gens qui réfléchissent à tout ça. Donc pas de scoop, le groupe peut fermer ses micros de la matrice et en fait la réaction on appelle le A et puis B sur le lycée. Voilà, ça c'est effectivement un des problèmes auxquels on assiste quand on. La théorie du hooligan est une théorie très très commode, puisque le hooligan c'est la personne qui va commettre des crimes, puisque le fait, quand on fait le hooliganisme, c'est des gens qui passent sur le dos, qui sont tués, qui sont des morts en terre, des morts en Italie, qui sont les enfants mondiales qu'on supporte. Il y a effectivement bien dire ces gens-là sont coupables de culpabilité. Donc la question c'est que de la criminalisation de certains comportements, on criminalise l'ensemble des supporters. On confond l'agitation et le désordre avec le crime. Voilà. Et ça c'est un point tel. Ça, c'était, on a développé hier par le professeur Montpellier. C'est-à-dire que on va avoir tendance à suspecter tout comportement excessif étant un signe de criminalité possible. En français, on dirait qui va un œuf, va un œuf. Qui se lève de son siège va taper sur son voisin. Va devenir un criminel. Ça c'est. Mais parce que ça s'appelle. On peut le dire, ça s'appelle la panique morale. La panique morale, ça s'appelle. C'est ce phénomène qui fait qu'il est toujours bon
dans une société d'avoir des Volksdevils, des diables populaires, enfin comme ça, des personnages qui vont porter sur eux tout le mal du monde. Alors en France, il y a plein de Volksdevils. Vous avez le hooligan, le supporter, et vous avez le jeune de banlieue, si vous ne pouvez pas oublier. On n'a pas parlé, parce que dans le football c'est important. Le jeune de banlieue, qui en général est d'origine, lui, ses parents sont d'origine maghrébine, soit africaine, c'est aussi un Volksdevil. C'est aussi quelqu'un qui, parce que sa casquette est de travers, et parce qu'il a la couleur, il est un peu bronzé, et parce qu'il a à côté de son immeuble, il est potentiellement un criminel. Il faut surveiller, il faut un peu plus l'arrêter que celui qui est blanc, qui n'habite pas dès le quartier de Paris. Voilà. Ça, c'est un point. Mais le fait, on peut criminaliser tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on criminalise des fumigènes, par exemple. Vous savez pas. Professora Heloísa, gostaria de fazer algum comentário aqui? Foram diversas questões que foi falado. Bom, não sei se cabe, mas eu quero pedir desculpas se eu fiz uma palestra que não era a intenção. Eu queria me ater apenas aos comentários da brilhante palestra do professor Patrick, mas em sendo estudiosa brasileira, ontem no Rio o debate ficou muito centrado em questões brasileiras e a maioria delas no período da tarde nem atingiram a questão da palestra da professora Anastasia, que foi brilhante. Enfim, agradeço ao Carlinhos pela oportunidade, então, de, mais uma vez, reafirmar, né, e com mais clareza agora dizer, eu penso que os nossos políticos, além de serem muito ruins, muito limitados, eles não compreendem para que serve a universidade. A Universidade Brasileira Pública é sustentada por 200 milhões de indivíduos e os nossos políticos não sabem a que serve. E, além disso, há uma cultura de descontinuidade, até em governos do mesmo partido. E o nosso Ministério do Esporte é um exemplo disso, a terceira gestão de um mesmo partido, em que os três não dão continuidade ao trabalho do interior, e mais caótico ainda, com o quadro relacionando os últimos dois ministros a questões antiéticas e, portanto, morais, né? E aí, dentro desse despreparo dos políticos, não há uma sensibilidade da necessidade da gente ter uma comissão nacional séria, que existe por lei e o próprio governo federal não cumpre a lei, decreto-lei, que seria um trabalho cooperativo entre a universidade, governo, forças de segurança, torcidas e mídias. Eu não vejo no Brasil, um país continental, condições de a gente avançar em termos de prevenção sem a nomeação dessa comissão nacional. Eu, nos últimos dias, fiquei impressionada com a falta de memória, inclusive, de pessoas de extrema proximidade e conhecedor do problema, e nem mesmo se lembrar qual é o nome da Comissão Nacional, a que vinha isso, qual foi o decreto que regulamentou isso, mesmo sendo um companheiro operador do direito. E aí o que a gente percebe é que poucos trabalhos muito bem feitos são personalizados em poucas figuras, né? Eu gostaria aqui de destacar a grande competência do Coronel Marinho, que ocupa a diretoria de segurança da Federação Paulista, mas, no entanto, é extremamente atacado pela mídia, porque ele, apesar de ser dos maiores conhecedores da questão da violência no Brasil, ele também é diretor de árbitro da Federação Paulista. Então, com essa análise, só resta ao Brasil uma política muito ruim de controle e repressão e culpabilização por parte da mídia e do Estado
das torcidas organizadas, criminalizando-as, estigmatizando, e por lado das torcidas organizadas, criminalizando, entre aspas, e estigmatizando a polícia militar. Então, não vamos a lugar nenhum se continuarmos com essa postura. Desculpa, só um comentário aqui do Gustavo. Eu queria pensar assim, para mim o espaço público deveria ser um espaço de contestação e de liberdade de expressão sempre. Agora, acho que o professor foi brilhante em dizer, ironicamente, que o esporte é neutro, então, portanto, isso não caberia no esporte. E queria lembrar que o autoritarismo vinculado à corrupção no mundo do futebol brasileiro e mundial faz com que esse talvez seja dos últimos redutos antidemocráticos e que a liberdade de expressão é totalmente tolhida. Mas eu acho que faz parte do movimento da juventude fazer resistência a isso e sempre tentar se expressar nesse espaço público, porque a mídia e os dirigentes de futebol estabelecem um processo perverso com as torcidas, porque eles se utilizam das imagens da festa das torcidas, mas eles querem também enquadrar e determinar o que é possível fazer dentro dos estádios. E eu tenho provocado as torcidas organizadas brasileiras no que já acontece na Espanha, que passou da hora delas reivindicarem financeiramente o direito de imagem, coisa que os torcedores brasileiros organizados ainda não se mexeram. Na Espanha, grupos de índias recebem direito de imagem.